Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire qui s'intitule Quelle assiette pour notre planète? Et c'est donc Laurence Benedetti, vice-présidente de l'IEDM, donc l'Institut européen de diététique et de micronutrition, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de faire ce webinaire en partenariat avec Bleu Blanc Cœur. Merci aussi de me permettre pendant 1 heure de pouvoir enlever mon masque, ça fait très plaisir. Donc je me présente, je suis médecin nutritionniste tabacologue, donc vice-présidente de l'Institut européen de diététique et micronutrition, qui est un institut de formation à la micronutrition et à la nutrition pour les professionnels de santé. Et nous sommes partenaires de Bleu Blanc Cœur. Et donc, pour répondre à la question qui sommes-nous, donc Bleu Blanc Cœur est une association qui a été créée dans les années 2000 et qui construit depuis 20 ans donc des filières agricoles responsables et durables visant à améliorer la qualité nutritionnelle et l'impact environnemental de notre alimentation. Et Laurent, je voulais te présenter du coup peut-être l'IEDM. L'IEDM, donc, comme je le disais, c'est un institut de formation pour les professionnels de santé. Donc, on fait des formations dans toute la France pour former les professionnels, que ce soit des kinésithérapeutes, des médecins, des naturopathes, des ostéopathes, des diététiciennes, des sages-femmes, pour les former à la nutrition et à la micronutrition. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, quelle assiette pour notre planète ? Alors du coup, oui, juste pour vous rappeler, donc il s'agit toujours donc de petites présentations qui durent à peu près 30 minutes. Vous aurez la possibilité de revoir en replay, donc vous allez recevoir un lien pour pouvoir revoir le webinaire sur YouTube d'ici 48 heures. Et il y aura donc une petite session de 10 minutes à 15 minutes qui sera dédiée à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions et de façon à ce qu'on puisse les traiter et les poser à Laurence. Si vous avez des idées de questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser en cours de présentation à l'aide donc du petit icône converser. Et comme ça, nous, on peut déjà en prendre note et les préparer pour Laurence. Ok, on y va. On a tous remarqué aujourd'hui que les canicules, les feux de forêt, les tempêtes étaient de plus en plus fréquents, que les glaciers fondaient, que le niveau de la mer s'élevait. Ça, c'est une réalité, donc on ne peut pas nier cet état de fait. Alors, à quoi c'est dû? Sur le banc des accusés, bien, au réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il est dû au gaz à effet de serre. Et on sait aujourd'hui que les logements en France sont responsables de 24% des gaz à effet de serre, que nos transports sont responsables de 26% des gaz à effet de serre et que notre alimentation, elle, est responsable également de 27% des gaz à effet de serre. Alors bien sûr, il y a des solutions. Pour les logements, il faut lutter contre les passoires thermiques, entre autres. Pour les transports, mieux se déplacer et peut-être se déplacer avec des transports plus vertueux pour la planète. Et pour notre alimentation, il va falloir manger différemment et manger de sorte que, faire en sorte que l'impact de notre assiette, qui est considérable sur le climat actuellement, le soit moins. Et c'est donc tout l'objet de cette conférence aujourd'hui. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à notre assiette et voir comment on peut réduire cet impact, l'impact de notre assiette sur le climat. Alors, le réchauffement climatique, petit aparté, c'est une usine à gaz. On parle de gaz à effet de serre. C'est quoi les gaz à effet de serre? Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz qui vont épaissir l'atmosphère et qui permettent de garder la chaleur des rayonnements solaires sur Terre, et ce qui est indispensable à notre survie, parce que sans les gaz à effet de serre, on ne le sait pas toujours, il ferait moins 18 degrés à la surface du globe et on ne pourrait pas vivre. Le problème, c'est que tout est, comme toujours dans la nature, une question d'équilibre et qu'un excès de production de ces gaz va être à l'origine de réchauffement climatique et de tout son impact négatif sur notre survie. Alors, plus les gaz à effet de serre sont présents dans l'atmosphère, plus il fait chaud. Quels sont ces gaz à effet de serre? Le premier, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, elle constitue la grande majorité de l'effet de serre naturel. Le second gaz à effet de serre, c'est le CO2, le gaz carbonique, qui va représenter 2/3 des gaz à effet de serre en dehors de la vapeur d'eau.
Ce gaz à effet de serre, il est produit par quoi? Par la respiration des animaux, la respiration des hommes, les éruptions volcaniques, les feux de forêt. Donc, plus il y a de feux de forêt, plus on aura de CO2. Mais l'essentiel de la combustion, elle vient des carburants fossiles, du pétrole, du charbon, du chauffage, des transports. On sait, et là c'est où tous les gens qui sont proches de la nature, évidemment, se battent pour ça, on sait que les plantes vont être un bouclier fantastique naturel contre l'effet de serre. Ce sont des puits de captage de CO2 considérables et donc la déforestation, la diminution des prairies au profit de la culture du maïs, du blé, du soja, l'intensification de l'agriculture, les monocultures, tout ça vont empêcher ces puits de captage de fonctionner et vont augmenter le CO2 à la surface de la Terre et du coup l'effet de serre. Alors, il y a des solutions et des solutions naturelles que les agriculteurs de bleu-blanc-cœur connaissent très bien et connaissent par cœur. C'est redorer le blason des légumineuses, c'est-à-dire des lentilles, par exemple, qui vont capter l'azote inorganique dans le sol et qui vont servir d'engrais naturels. C'est redorer le blason de la luzerne, du lupin, toutes ces nouvelles façons de gérer le sol, de gérer l'agriculture vont permettre d'économiser du carburant fossile et d'économiser des engrais azotés. Ce gaz carbonique, il peut être mesuré, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est une unité de mesure donc qui sert à mesurer la quantité d'émissions de CO2 qu'émet une personne ou des activités en rapport avec le logement, les transports, les habitudes de vie, la consommation. C'est un indicateur qui va nous permettre de limiter l'impact négatif de nos consommations en modifiant certaines de nos habitudes. Donc, ça va permettre de mesurer les effets écologiques de nos choix quotidiens sur le réchauffement climatique, notamment ceux qui vont concerner le contenu de notre assiette. Et on va voir qu'on peut mesurer, on verra en fin de ce diaporama, qu'on peut mesurer l'empreinte carbone de notre assiette. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir moduler le contenu de notre assiette pour pouvoir diminuer cette empreinte carbone. Alors, on a vu le CO2 qui était un gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que lui. Vous avez aussi le protoxyde d'azote, donc le N2O, donc protoxyde d'azote, qui est un gaz hilarant, qu'on appelle aussi gaz hilarant, qui va être émis par les excédents d'azote dans le sol, donc en particulier dû aux engrais azotés, aux déjections des animaux. Et ce protoxyde d'azote, il ne fait pas du tout rire en fait, même s'il s'appelle gaz hilarant, parce qu'il a un pouvoir réchauffant 298 fois plus fort que celui du CO2. Donc vous voyez que c'est pas du tout rigolo ce protoxyde d'azote. Dans les gaz à effet de serre, on a également l'ozone. L'ozone protège des rayons solaires qu'il absorbe. Les gaz industriels sont particulièrement responsables de la destruction de cette couche d'ozone. On a également, enfin, le CH4 qu'on appelle le méthane. Donc ce méthane, il va être produit par l'industrie. Il est produit par différentes fermentations qui proviennent par exemple des marécages, des rizières. C'est pour ça qu'on essaye aujourd'hui par exemple de planter du riz sans de l'eau, enfin planter du riz autre que dans les rizières pour éviter justement ces fermentations. Il va être produit par les éructations des ruminants, que ce soit les vaches, les moutons, les buffles, les zèbres, etc. Ce méthane, il représente 16% du méthane mondial, soit 3 à 5% de l'effet de serre. Donc, ce n'est pas négligeable. Et pour vous donner une idée, un ordre d'idée, 1 gramme de protoxyde d'azote va réchauffer autant la planète que 12 grammes de méthane et que 298 grammes de CO2. Alors, ce méthane, le méthane des ruminants, comment est-il produit? En fait, les ruminants, marguerites ou les buffles, etc., ont en fait dans le premier de leurs 4 estomacs, elles sont riches, elles ont 4 estomacs. Bon, quand elles ont des brûlures d'estomac, c'est 4 estomacs qui trinquent, mais bon. Donc, elles ont 4 estomacs et dans le premier de ces 4 estomacs, il y a des bactéries qui vont produire du méthane. Et on sait que cette production de méthane, elle peut être fortement diminuée en fonction de l'alimentation qu'on va donner à ces ruminants. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, en leur donnant une alimentation qui est riche en herbes ou en lin,
ces bactéries, qu'on appelle des bactéries méthanogènes, vont moins produire de méthane et ainsi pourront protéger la couche d'eau jaune. Alors, il y a une étude qui a été faite par Bleu Blanc Cœur qui a montré que par rapport à une alimentation maïs, soja, blé, un régime que vous donnez à vos ruminants à base de plantes, de luzerne, de lupin, de graines de lin, riches en oméga 3, faisait baisser la production de méthane de 30% lors des éructations des vaches. Parce que oui, les vaches, elles ne pètent pas, elles rotent. Voilà. Et donc, on sait qu'en fonction de l'alimentation qu'on va donner à ces ruminants, eh bien, il y aura une production de 30% de moins de méthane quand elles vont avoir leurs éructations. Ceci s'inscrit notamment dans la démarche écométhane de Bleu Blanc Cœur, qui consiste, ce sont des éleveurs qui se sont engagés à donner une alimentation vertueuse, donc riche en graines de lin, riche en herbes tout simplement, en plantes comme la luzerne, etc., à leur bétail. Et donc, leur bétail produisent moins de gaz à effet de serre et ça peut être justement mesuré. On peut le mesurer notamment quand on étudie le lait que produisent ces vaches. C'est en particulier ce qui est fait au pays de Fougères et on s'est rendu compte que les vaches qui étaient élevées justement par cette démarche écométhane, elles faisaient économiser 100,5 tonnes de méthane en moins par an, et c'est-à-dire l'équivalent de 8 342 000 kilomètres évités en voiture. Donc, un élevage moyen. Juste une petite précision, les 100 tonnes de méthane qui ont été économisées là, au pays de Fougères, c'est depuis janvier 2020. Donc, ça équivaut à un petit peu moins qu'une année. On saura du coup au mois de décembre combien ça représente sur une année. Donc, on sait qu'un élevage moyen qui est engagé dans la démarche écométhane, c'est 2 tonnes de moins de méthane par an, c'est 42 tonnes de CO2 équivalent de moins par an. Donc, ce n'est pas négligeable pour notre planète. De la même façon, on a pu montrer que des œufs bleu blanc cœur plein air qui rentraient dans cette démarche, c'était également moins 18% de poids carbone par rapport à un œuf plein air conventionnel, qu'un poulet bleu blanc cœur, c'était également moins 22% de poids carbone par rapport à un poulet de chair conventionnelle. Alors, revenons à notre assiette. Donc, aujourd'hui, dans notre assiette, l'assiette moyenne d'un Français, on a pu calculer que l'assiette du Français moyen contenait, c'était 52% d'émissions de gaz à effet de serre qui provenaient des viandes, des poissons, des plats préparés carnés, 8% dû aux féculents, 10% aux matières grasses et sucrées, 15% aux produits laitiers, 15% aux produits, aux fruits, aux légumes et aux plats préparés végétariens. Donc, vous voyez que l'impact, effectivement, de la viande, du poisson et des plats qui contiennent de la viande a un impact important sur le CO2, sur l'empreinte carbone de notre assiette, et on va y revenir. Alors, cette empreinte carbone de notre assiette, en fait, elle va dépendre également du moyen de transport de vos aliments. Vous voyez que, sur cette diapo, qu'un aliment qui est transporté par la mer va avoir un impact carbone qui sera beaucoup moindre que s'il est transporté par avion, par la route ou par le rail. Les deux moyens de transport vertueux sont la mer et le rail. Je prends l'exemple d'une banane. Une banane qui vient de Guadeloupe, elle va peser beaucoup moins en termes d'impact carbone qu'un ananas qui va être transporté en avion. Je précise que la banane, d'ailleurs, et surtout la banane bio, elle est assez vertueuse, elle est très vertueuse en termes d'empreinte carbone parce qu'elle est transportée par la mer, mais en plus, elle a un emballage qui est naturel, qui est la peau de la banane. Donc, ça évite tout un tas d'emballages. Donc, si elle n'a pas reçu des tonnes de pesticides, ça va être un fruit qui est assez vertueux sur le plan empreinte carbone. On peut également donc moduler cette empreinte carbone quand on mange local et quand on mange de saison.
On sait qu'un légume de saison frais, cultivé localement, va générer 20 fois moins de gaz à effet de serre qu'un légume hors saison. Il va se générer 7 fois moins de gaz à effet de serre qu'un légume surgelé. Vous voyez, je vous ai pris l'exemple d'une carotte et d'une pomme. Une carotte qui est consommée fraîche et qui est consommée localement, elle va peser, regardez, on passe de 295 à 3234 au niveau de l'empreinte carbone si elle est hors saison, hors Europe et Méditerranée. Idem pour la pomme. Donc la pomme de votre jardin, elle va peser beaucoup moins en empreinte carbone que la pomme qui va venir hors de l'Europe, qui ne sera pas de saison et qui ne sera pas cultivée près de chez vous. Donc ça, c'est énorme. Alors, je vous ai mis une diapositive sur les différents aliments, je dirais, vertueux et moins vertueux en termes d'empreinte carbone. Encore une fois, donc c'est à moduler en fonction de si l'aliment est de saison, si l'aliment est produit localement, si ce sont, je dirais, des animaux bien élevés, entre guillemets, c'est-à-dire qui viennent de filières qui respectent l'animal, qui respectent son confort, mais qui respectent aussi son alimentation. Donc, vous voyez que globalement, effectivement, les fruits et légumes en termes d'empreinte carbone sont des aliments très vertueux. Les fruits et légumes. Vous voyez qu'un œuf bio sera plus vertueux qu'un œuf de catégorie 1 et un œuf de catégorie 1 qui est bleu blanc cœur, donc je n'ai pas les chiffres exacts là, mais sera plus vertueux, donc moins 18%, qu'un œuf de catégorie 1 qui n'est pas bleu blanc cœur. Vous voyez qu'au niveau des viandes, effectivement, les viandes blanches, les porcs ont une empreinte carbone moins élevée que le bœuf ou que l'agneau. Alors l'agneau, pourquoi? Parce que l'agneau, il est moins vertueux, parce que souvent l'agneau en France, il n'est pas français la plupart du temps, il vient de Nouvelle-Zélande, il vient d'Irlande, donc il y a le transport qui compte. Et puis l'agneau, c'est le petit de sa maman, et donc sont comptabilisés dans l'empreinte carbone la nourriture qu'on va donner également à la maman, et donc la provenance également de la nourriture de la maman. Un petit flash également sur les fromages. Un fromage à pâte molle aura une empreinte carbone moins importante qu'un fromage à pâte dure, et un yaourt et le lait, tout simplement, auront une empreinte carbone moins importante que le fromage. Également, une grosse différence entre le poisson d'élevage et le poisson sauvage, qui a une empreinte carbone beaucoup plus importante que le poisson d'élevage. Et les crustacés qui ont une empreinte carbone moins importante que les poissons. Alors, ce tableau, il est extrait d'un livre que je vous recommande fortement, qui s'appelle « Ça chauffe dans nos assiettes », qui a été écrit par Jean-Luc Fessard. Et Jean-Luc Fessard est président d'une association qui s'appelle Bon pour le climat, qui sont, entre autres, qui ont créé l'éco-calculateur dont on va reparler tout à l'heure. Donc, je vous invite fortement à acheter ce bouquin parce qu'il est vraiment très intéressant. D'ailleurs, il y a quelques infographies, en particulier là, sur la carotte, sur la pomme que vous avez vu précédemment dans mes diapos, sur les transports qui viennent, que j'ai tiré que j'ai extrait de ce bouquin. Alors, un petit rappel sur les différents régimes alimentaires parce qu'on commence finalement à s'y perdre dans tous ces régimes. Le régime flexitarien, c'est un programme en fait qui est flexible dans la pratique végétarienne, c'est-à-dire qu'on mange de tout. On mange bien sûr des légumes, des fruits et on mange également de la viande ou du poisson, mais on va s'efforcer de diminuer, de raisonner cette consommation de viande ou de poisson. Le régime pescatarien, c'est un régime où les gens ne mangent aucune viande, mais mangent essentiellement des produits de la mer. Le régime végétarien, c'est un régime qui va exclure la consommation de viande et de poisson, mais qui peut manger des produits issus des animaux comme les œufs, le lait, le fromage. Le régime végétalien, c'est un régime qui ne mange plus du tout aucun produit d'origine animale, donc que ce soit la viande, le poisson, les œufs, les laitages, le lait, les laitages, oui, les fromages, le lait. Et les véganes, en fait, ce sont des végétaliens sur le plan alimentaire, mais qui en plus ont rajouté une dose dans leur concept de vie, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent aucun produit d'origine animale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas utiliser ils vont pas porter des vestes en cuir, ils ne vont pas porter des chaussures en cuir, ils ne vont pas porter des sacs en cuir. Voilà, donc ça, c'était un petit rappel.
Alors du coup, nous, comment on s'y retrouve et quelle va être notre assiette idéale pour demain? Alors d'abord, que disent les études? Donc je vous ai sélectionné 2 études qui sont des grosses études. Donc l'étude Heat-Lancet. Alors l'étude Heat-Lancet, si vous allez sur le schéma de droite, vous voyez que vous avez une ligne 100%, donc qui remonte, qui est en pointillé en rouge. Et donc, c'est en fait ce qu'il faudrait manger ou moins manger. C'est-à-dire que par exemple, si je voyais les noix, je vais partir d'en bas, ben, les noix par rapport aux apports recommandés de référence selon Heat-Lancet, ben, on est très très pauvre en noix. On devrait manger beaucoup plus de noix. En fait, notre consommation devrait arriver à la ligne pointillée. Idem pour les céréales complètes, idem pour les légumineuses. Vous voyez qu'on est, on a une alimentation selon le Heat-Lancet qui est très pauvre en légumineuses. Les fruits et les légumes, c'est pareil, on n'est pas dans les clous. Les poissons, on est presque dans les clous, mais pas complètement. Les produits laitiers, on est un petit peu trop dans les clous. Volaille, pareil, mais vous voyez que c'est pas si mal. Les œufs, on est un petit peu trop dans les clous. Certains féculents, donc qui ne sont pas des légumineuses, comme par exemple la pomme de terre, le riz, etc., on est beaucoup trop dans les clous. Et également la viande rouge, on est beaucoup trop dans les clous. Donc l'idée, c'est que tout ce qui est en dessous de la ligne rouge, bah, il faut essayer de l'augmenter. Et tout ce qui est au-dessus de la ligne rouge, dans leur concept, dans leur étude, il faudrait essayer de diminuer. Donc voilà, ils nous disent qu'il faudra un modèle alimentaire qui soit à base de végétaux essentiellement et qui contienne des quantités raisonnées de viande, de poisson, de laitage. Et donc, on s'approche en fait du modèle flexitarien. Alors, dans leur étude, là, je vous ai donné juste un abstract, hein, ils montraient également qu'il faudrait réduire de 50% notre consommation de sucre. La deuxième étude, c'est l'étude Solagro After 2050. Alors, eux, en fait, ils ont essayé de projeter une assiette, de nous proposer une assiette qui, en 2050, permettrait de diminuer de 50% les gaz à effet de serre. Et donc, leur assiette à Solagro After, c'est une assiette, en fait, qui montre que qu'aujourd'hui, les produits d'origine animale constituent l'essentiel de notre empreinte écologique et que vous voyez sur le schéma de droite, il faudrait diminuer les laitages, la viande, le poisson et augmenter fortement donc, les crustacés, les légumes secs de plus de 1000%, les fruits secs et oléagineux, les fruits et les légumes et certaines huiles qui sont des huiles vertueuses qui sont riches en oméga 3 comme l'huile de lin et l'huile de colza et l'huile de noix. Alors, de façon peut-être plus simple, en général, donc les recommandations officielles viennent de Santé publique France et il y a très peu de temps, ces recommandations de Santé publique France, et c'est plutôt quelque chose de très positif, elles se sont mises à intégrer la notion environnementale. Donc ça, c'est assez récent. Alors, ce qu'on nous demande d'augmenter donc, dans les recommandations officielles, ce sont les fruits et les légumes, les fruits à coque, les légumes secs, lentilles, haricots, pois chiches, haricots secs, pois chiches, fèves, etc. Donc ça reprend un peu ce qu'on a vu sur les deux diapos précédentes. Ils rajoutent le fait maison. Hein. On évite effectivement le tout préparé, donc il faut cuisiner. Et puis, ils nous ont rajouté dans notre assiette, c'est assez rigolo, l'activité physique. Mais ça peut se comprendre. Ce qu'il faut réduire, c'est la viande, donc raisonner, donc la consommation de porc, de bœuf, de mouton, d'agneau, d'abat, les produits sucrés, les produits issus du sucre, diminuer les produits qui ont un Nutri-Score D et E, la lettre D et E, diminuer la charcuterie, diminuer les produits salés. On sait que le sel, ça va avoir un impact négatif sur la tension artérielle, sur l'ostéoporose. Plus on mange salé, plus on se déminéralise. Le sucre, je suis passée vite, mais évidemment, le sucre, c'est tout ce qui est diabète. Il nous demande donc dans ses recommandations de réduire l'alcool, riche en sucre également, et de réduire le temps passé assis, la sédentarité. Donc, il faut bouger.
Et l'idée, c'est d'aller plutôt vers des aliments de saison, des aliments produits localement. Je rajouterais des aliments pas forcément jolis. Hein. Une tomate cabossée de votre jardin, pour moi, elle est plus vertueuse qu'une tomate que vous trouvez sur une étale de supermarché, qui est toute belle, toute bien rouge, toute belle, toute calibrée. Une alimentation donc avec une consommation de poissons gras et maigres en alternance. Alors les poissons gras sont des aliments qui sont riches en oméga 3, donc privilégiez plutôt les petits poissons donc qui ne sont pas riches en dioxine et qui ne contiennent pas trop de dioxine et de mercure. Donc évitez plutôt le saumon, mais pour privilégier le hareng, les sardines, les maquereaux. Des aliments bio. Mais pas que, hein, les aliments circuits courts sont aussi des aliments très vertueux, hein, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, produits locaux. Préférez plutôt des choses complètes, le pain complet, le pain aux céréales, les pâtes et le riz complet, la semoule complète. Alors pourquoi? Parce que les aliments complets sont des aliments qui vont avoir une densité micronutritionnelle plus importante que par exemple le pain blanc sera beaucoup moins riche en minéraux, sera beaucoup moins riche en magnésium, en fer, en calcium, qu'en vitamines que le pain complet. Donc, c'est ce qu'on appelle la densité micronutritionnelle. Plus vous mangez des aliments qui sont complets, qui ne sont pas transformés, je pense aux céréales du petit déjeuner. Effectivement, les céréales type flocons d'avoine sans sucre ajouté, muesli bio seront beaucoup plus riches en magnésium, en potassium, en fer que des céréales qui auront été chauffées, dans lesquelles on aura rajouté du sucre. Donc pour qu'elles soient plus légères, pour qu'elles soient meilleures, peut-être meilleures au goût, mais en tout cas qui seront le sucre amidon de départ, en étant chauffé, va devenir du sucre en morceaux et donc sur le plan nutritionnel seront beaucoup moins riches, beaucoup moins pour la santé, n'auront beaucoup moins un impact beaucoup moindre sur la santé. Donc, privilégiez plutôt l'huile de colza et de noix donc, qui sont riches en oméga 3. Donc, on sait que les oméga 3, là, pour le coup, la pub, elle est pas mensongère. Les oméga 3, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le cœur, c'est bon aussi pour la rétine. Hein, ça rentre dans ce qu'on appelle la prévention de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On sait que notre rétine, elle est plus performante quand on la nourrit aux oméga 3. L'huile d'olive. L'huile d'olive est une huile qui est riche en phytostérol, c'est-à-dire ça permet d'augmenter le bon cholestérol, ça permet d'éviter l'absorption du mauvais cholestérol au niveau intestinal. Donc l'huile d'olive, c'est le régime méditerranéen. Et le régime méditerranéen, là pour le coup, il y a des tonnes d'études qui montrent que le régime méditerranéen, ça commence déjà à paraître bon pour le cœur, mais c'est bon aussi pour tout ce qui est troubles cognitifs. C'est bon également pour la fécondité, c'est bon pour les os, c'est bon pour la prévention du cancer. Il y a eu des études sur le cancer du sein qui montrait que les régimes qui consommaient l'huile d'olive avaient des scores beaucoup plus efficaces sur le cancer du sein, sur le cancer de l'endomètre au niveau de l'utérus, et j'en passe sur l'asthme. C'est une action également sur l'allergie, les allergies saisonnières, le rhume de foin, sur l'asthme. Donc, en fait, le régime méditerranéen aujourd'hui est totalement scientifiquement son impact positif sur la santé est scientifiquement démontré. La consommation de produits laitiers, oui, mais de façon limitée, et je pense surtout aux gens qui sont intolérants au lactose ou qui ont une allergie aux protéines de lait de vache. Donc un menu, on vous a concocté un menu pour le climat. En entrée, faire la part belle aux légumes. En plat, vous l'aurez compris, des légumes à tout va, des légumineuses, donc pois chiches, lentilles, pois cassés, fèves, des céréales, consommer des viandes qui soient issues de filières respectueuses de la terre, des animaux et des hommes, donc comme bleu blanc cœur. Moi, c'est ce que j'appelle des animaux bien élevés. C'est-à-dire qu'on respecte leur confort de vie, on ne va pas les enfermer dans des espèces de cages odieuses, on va leur donner bien à manger, on les fait sortir dehors, on leur fait brouter la bonne herbe, ce que j'appelle les viandes bien élevées entre guillemets. Consommer donc au niveau du plat des poissons plutôt issus de pêche durable, plutôt des petits poissons gras
pour nos oméga 3, donc sardines, harengs, maquereaux. Au niveau du fromage, plutôt choisir des fromages à pâte molle des fromages à pâte molle à pâte crue, genre chèvre frais par exemple, plutôt qu'à pâte dure. Ça a d'ailleurs un impact également, pas que sur l'empreinte carbone, mais sur l'équilibre acido-basique. On sait que plus un fromage est à pâte dure, comme le parmesan, plus ce fromage sera acidifiant. Donc, alors on peut tamponner ça en mangeant des abricots secs, des raisins secs. Je ne vous dis pas qu'il ne faut plus manger de parmesan, mais on sait que les fromages à pâte dure, pour les gens qui sont les mamies ostéoporotiques, ce n'est pas conseillé. Il vaut mieux manger des fromages à pâte molle et à pâte crue. Et puis, peut-être pas manger du fromage à tous les repas, le remplacer par un laitage. En dessert, évidemment, là, je ne saurais vous conseiller plutôt de limiter les desserts lactés, mais de manger plutôt des fruits et des fruits de saison, sous toutes leurs formes, ou des laitages ou des desserts lactés avec des fruits de saison que vous pouvez mettre dedans. Alors, cette empreinte carbone, je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, l'empreinte carbone de l'assiette, on peut la calculer. Donc, on peut la calculer à partir d'un éco-calculateur qui a été mis au point, tout d'abord par l'association Bon pour le Climat. J'étais en train de vous parler de l'éco-calculateur. Je disais que cet éco-calculateur, donc vous pouvez le trouver en allant sur Google, sur l'association qui s'appelle Bon pour le Climat. Et vous avez une version encore plus complète sur l'application étiquetable. Et cette version complète, elle est notamment destinée aux chefs cuisiniers. Parce qu'il y a de plus en plus de chefs qui souhaitent que l'assiette proposée à leurs convives ait un impact positif sur la planète. Alors, cet éco-calculateur, donc, il analyse chaque aliment à partir en fait de la base des données issues d'études validées par l'ADEME. Il va répartir l'empreinte carbone en fonction du choix des ingrédients, de leur saisonnalité, de leur lieu de production, de leur mode de conservation, frais ou surgelé. Sa seule limite actuellement, c'est que pour l'instant, les filières agricoles ou de transformation ne sont pas encore différenciées. Mais ça va l'être. Ça va l'être, ils veulent faire évoluer leur éco-calculateur. Il faut savoir également que moi personnellement, je suis adjointe dans une commune et je me sers de cet éco-calculateur pour calculer l'empreinte carbone des menus proposés à la cantine et aux EHPAD. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous préparez du filet mignon de porc pour 4 personnes avec 600 g de filet, 300 g d'oignons, 500 g de bled, 600 g de pommes de terre, d'huile d'olive, de la moutarde, vous avez un résultat d'1,2 kg équivalent CO2 par personne. Et ce 1,2 équivalent CO2, il est entre autres dû pour 80% pour la viande. Évidemment, si c'est de la viande bleu blanc cœur, on aura un impact moindre. Donc d'ailleurs, j'ai cru comprendre que bientôt, vous allez pouvoir nous donner ce genre de chiffres. Vous voyez que si c'est de la viande blanche, type poulet, toujours pour 4 personnes, on arrive à 1,6 kg équivalent de CO2. Et si c'est une omelette aux herbes et au fromage avec un peu de crème, on est beaucoup moindre. On est à 300 g équivalent de CO2. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, Laurence, effectivement, il y a un travail qui est réalisé actuellement en interne pour bien calculer les empreintes carbone produit par produit en fonction des filières bleu blanc cœur. Donc, ça va venir, on va avoir les chiffres sous peu. Voilà, on a hâte parce que du coup, ils pourront transformer un petit peu leur éco-calculateur. Donc, en conclusion, l'idée, donc, c'est d'augmenter sa consommation de céréales, de fruits, de légumes, de légumineuses, et je rajouterais de fruits à coque, de raisonner sa consommation de viande. Donc là, c'est vraiment l'association gagnante pour la planète et la santé. Et je dirais que les amis mangeurs de viande, rien n'est perdu. Aimer de manger la viande, surtout si c'est une viande qui est issue de filières respectueuses des animaux, de la santé des hommes et de la planète, ce que j'appelle moi mes viandes bien élevées. Donc je vous remercie pour votre attention. Nous avons sorti, donc on a mis prochainement, mais là ça y est, c'est bien, il vient de sortir cette semaine, un livret pédagogique donc, qui s'appelle
l'éco de la micronutrition, quelle assiette pour notre planète. Donc, vous allez retrouver tout ce dont je vous ai parlé dans le diaporama dessus, avec des petites choses en plus et des petites choses en moins. Donc, voilà, vous pourrez aller voir ça. Il est téléchargeable gratuitement sur le site www.iedm-asso.fr. Alors, il y a une façon plus simple de s'en tirer. Vous tapez éco de la micronutrition sur Google et vous arrivez directement dessus sur les échos de la micronutrition. Donc, c'est le dernier publié. Eh bien, maintenant, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, merci Laurence pour cette présentation. Et du coup, oui, j'en profite par rapport à votre aparté là sur le dernier livret. Il sera aussi commandable via la communauté Bleu Blanc Cœur parce qu'on a, donc c'est le deuxième numéro qu'on réalise en partenariat avec l'IEDM. Et on avait un numéro donc, qui portait sur l'équilibre lipidique, pardon, qui est commandable gratuitement pour les membres de la communauté. Et donc, le nouveau que Laurence vous a présenté sera aussi commandable à partir du mois d'octobre normalement. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer à la partie questions. Donc, du coup, je vais reprendre un petit peu les questions. Et on a une question qui porte sur les… Alors, je vais peut-être répondre juste à la question sur les œufs oméga 3. Question sur les œufs en magasin bio, leur réponse, pas besoin d'enrichir l'alimentation des poules en oméga 3 si elles sont élevées en plein air. Pour répondre à cette question-là, il y a bien une différence en termes de composition en oméga 3 selon l'alimentation qui est donnée à la poule. Et du coup, l'alimentation bio ne permet pas d'obtenir autant, exclusive, ne permet pas d'obtenir autant d'oméga 3 que la démarche Bleu Blanc Cœur. Et donc, c'est bien un impact de l'alimentation, qu'elle soit bio ou non, de la poule qui va avoir une répercussion sur la composition en oméga 3 de l'œuf. Et on a un article qui est sorti sur le site de Bleu Blanc Cœur qui s'appelle « Volaille, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier », qui vous fait un petit récap et qui vous fait un petit comparatif justement de la composition en oméga 3 des œufs en fonction du mode de production. Voilà. Par rapport à l'huile de colza, donc il y avait eu un petit débat effectivement, en tout cas moi de ce que je sais, l'huile de colza normalement se cuit bien jusqu'à 180 degrés sans dégrader les oméga 3. J'avais notion de 160 degrés, qu'au-delà il faut faire attention parce que ça casse les donc du coup on perd la vertu. Grosso modo, quand même, l'idée c'est plus d'utiliser l'huile de colza, l'huile de noix en huile d'assaisonnement et l'huile d'olive plutôt pour cuire. Et donc, on avait également une question sur les produits laitiers, sur l'impact carbone des produits laitiers. En fait, est-ce que la différence observée entre lait, yaourt, fromage au niveau des émissions de gaz à effet de serre par kilo, elle est simplement liée à la densité des produits? Exemple, il faut plus d'1 litre de lait pour faire 1 kilo de yaourt et beaucoup plus d'1 litre de lait pour faire 1 kilo de fromage. Ou y a-t-il d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte? Je ne sais pas si vous avez la réponse, Florence. La densité, mais également l'emballage, je pense, y est aussi pour quelque chose. Ok. Merci, merci Laurence. Bon, du coup, je pense qu'on va mettre fin au webinaire. On va bien reprendre toutes les questions et puis on va vous faire des réponses. Je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et merci à vous Laurence. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinaire. Le prochain, du coup, aura lieu le 22 septembre et sera animé par Anthony Berthoud. Et ça portera sur la nutrition du sport et notamment sur la régulation de l'inflammation. Voilà, merci à tous et à bientôt.